Monsieur le bâtonnier désigné, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Damien, tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Où sont passés les pas perdus? Faudra-t-il aller devant le juge pour lancer une procédure de disparition ou bien d'absence? Ont-ils une famille à prévenir, des enfants à consoler? Étaient-ils en danger? Ou bien, plus simplement, en ont-ils eu assez de leur vie ennuyeuse, l'un devant l'autre, et réciproquement? Peut-être désiraient-ils vivre chacun de leur côté, ces amants de Venise sans passion, ces Roméo et Juliette sans danger, ces Paul et Virginie sans tragédie. Vivre d'une vie boiteuse, privée de leur moitié. L'un tenterait peut-être d'être Casanova, s'échappant en équilibre sur le faîte du toit de la prison des plombs, afin de mieux retrouver une maîtresse amoureuse, mais bientôt délaissée. L'autre serait Stanley, perdu dans les bourbiers d'Afrique, à la recherche d'un Livingstone que l'on pense disparu. Mais ils finiront bien par se retrouver, ces amants éternels. On ne peut séparer ce qui est fait pour l'union. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, comme Roxane et ses chimères, découvrant enfin l'amour que lui porte Cyrano, tandis qu'il meurt dans ses bras. À moins qu'on ne les ait égarés sur le bord du chemin, un soir de nouvelle lune, tandis que la forêt se remplissait de mystères. Ils n'ont jamais dû retrouver les petits cailloux que Charles Perrault avait demandé au petit poussé de laisser derrière lui, au cas où. Chose abandonnée, chose de personne désormais. Comment se réappropriera-t-on les pas perdus? N'appartenant à personne, ils sont désormais à tous. Ils risquent bien de tomber dans de mauvaises mains. Des mains emmenant vers de sombres archipels qu'un Solzhenitsyn n'aurait pas renié. Des mains clouant les pas sur place et les laissant mourir. Un pas qui ne bouge plus n'est plus vraiment un pas, c'est un triste oxymore. Mais je ne veux pas croire à de tels scénarios. Voulez-vous m'aider à les retrouver? Je vais vous les décrire. Il y a d'abord les pas qui nous ont façonnés. Je me souviens bien les petits pas d'enfance, hésitants, prudents, claudiquants, qui permettaient d'aller des bras du papa jusqu'à ceux de la maman. Des petits pas qui rappellent tant la Madeleine de Proust. Il y avait les pas sautillants et insouciants de l'enfance turbulente, les pas de Kim et de Mowgli, dans les Indes jamais totalement anglaises de Kipling. Je revois encore les pas d'un prince sage posé sur notre planète, lui permettant de rejoindre cet aviateur perdu dans le désert. Il y avait ces tout petits pas de danse, que Jane Austen permettait à Miss Bennet, que Flaubert autorisait à Madame Bovary, que Scarlett O'Hara esquissait pour Margaret Mitchell dans des bals envoûtants. Il y avait ces pas lourds et pesants, des vieux hommes fatigués chez Balzac, de ce colonel Chabert si pathétique, grimpant les escaliers de l'étude de maître Derville, ce même Derville que les pas du père Goriot, ruiné par ses filles, croiseront un jour. Et ces beaux pas de femmes, ces pas de jeunes filles, ces pas légers et sveltes des aventures d'Arsène Lupin, et ceux envoûtants mais dangereux de Milady de Winter. Les pas de Blondin, l'alcoolique, mes préférés, rejoint Waterloo dans un bar de Paris, jouant au toréador, triste singe en hiver. Et les pas de Hugo le Magnifique, ceux de Gavroche dans le Paris en révolte, et ceux de Jean Valjean, volant ce morceau de pain qui lui vaudra le bagne, et dérobant l'argenterie de l'évêque de Digne, qui lui vaudra la rédemption. Et les pas bossus de Quasimodo, qui pourtant s'élevaient toujours plus haut jusqu'à la plus haute tour pour sonner les cloches de Notre-Dame. Il y a aussi les pas qu'on aurait aimé partager. Ceux des poneys sauvages de Druon, qui s'avancent dans la verte Irlande. Les pas de ce colonel des hussards, poursuivi par les Autrichiens sur les toits de Provence. J'aurais voulu assurer les pas de ce premier de cordée que Frison Roche fait tomber dans le précipice. Courir dans les pas de Cro-Blanc et me perdre dans les immensités canadiennes. Je penserai toujours au pas que Nimier aurait pu décrire, avorté net un soir pluvieux sur le bord d'une route. Il y a aussi les pas qui sont à vos pieds, qui sont à mes pieds et qu'on ne voit même plus. Ils nous ressemblent tant, les pas de l'homme pressé,
que Morand épuise avec jubilation, mais tellement de peur. Comme nous, c'est pas le même partout, tout le temps, sans s'arrêter, mais toujours dans l'instant, jamais dans la durée, sans un but fixe, jusqu'à son divorce avec une femme trop lente pour lui, trop lente pour nous tous, jusqu'à sa mort dans un avion entre New York et Paris. Il nous ressemble tant, les pas des héros de Dostoïevski, si slaves jusqu'au fond d'eux-mêmes, et pourtant tellement vrais, les pas d'épileptiques de l'idiot que nous sommes bien souvent ou que nous n'écoutons pas assez, les pas tourmentés de l'assassin de Crime et Châtiment qui croit pouvoir vivre sans conscience mais ne peut bientôt plus supporter le poids de son crime, les pas d'orgueil des libéraux et des anarchistes menant le monde à sa perte dans les possédés, les pas rares mais pleins de sagesse du vieux moine Starets au fond de son monastère et que le plus jeune des frères Karamazov vient consulter. Ils nous ressemblent tant, les pas des héros et des traîtres de la mythologie, ceux de la table ronde, les pas d'Arthur, combattre le fourbe Mordred, assurer la paix et l'ordre du royaume, pour défendre une idée, pour défendre ce en quoi il croit. Il y a les pas de Lancelot, le lieutenant tiraillé entre la fidélité et la passion, ceux de Guenièvre, amoureuse mais reine, écartée entre son devoir et son désir. Il y a les pas des héros d'Homère dans l'Odyssée, d'Ulysse, se battant face à un destin qui nous paraît souvent implacable, mais qui finit par céder devant notre persévérance. Les pas de la rusée Pénélope, évitant au détour d'un couloir le harcèlement moral de prétendants assoiffés d'honneur et de richesse. Il y a enfin les pas engagés, les pas suspendus et pleins d'argot du voyage au bout de la nuit de ce soldat de 14, Ferdinand Baramu, et ceux du condamné sur la place Saint-Georges dont se gossait Voltaire tout en le défendant. Il y a les pas des révolutionnaires de 1848, façon Lamartine, des anticommunards de 1870, façon Thiers, des pacifistes de 14, façon Jaurès, ceux des pamphlétaires de 34, façon Léon Daudet, ceux des ouvriers de 36, façon Steinbeck, ceux de 42, façon Brasillac, ceux de 43, façon Aragon, ceux d'un crabe-tambour ou d'une 317e section récemment disparue pour chanter 52, ceux d'Élie de Saint-Marc, déportés en Allemagne, défaits en Indochine, putschistes en 62 pour contrer un général qui avait volé des étoiles. Ceux de Sartre, enfin, vendant l'humanité en 68. Tant de pas dont personne ne connaît plus la destination. Je regretterai peu d'autres pas engagés. Ces pas de loi qu'on entendait parfois le soir dans nos rues, tandis que Marcel Aimé faisait traverser Paris à Janvier et à son jambon, à pas de course. Ces pas de loi que pratiquait pourtant l'officier amoureux de la France et d'une femme qui se refusera toujours à lui dans le silence de la mer de Vercors. Je ne regretterai pas non plus les pas des héros de Malraux dans la condition humaine, cette longue succession de pas formant une grande marche à travers l'empire du milieu pour une chimère de liberté qui fera tant de morts. Ceux-là, je n'ai pas besoin que vous les retrouviez. Mais les autres, où sont-ils donc passés mais pas perdus? Les avez-vous trouvés? Non, bien entendu. Ils ne reviendront pas. Il faut en créer d'autres. Il faut en inventer. Qu'en ferons-nous? Des pas vers l'absurde, avec Camus, des pas de spleen, avec Baudelaire, des pas d'esthète, avec Hérédia, des pas d'Ève retournant au paradis perdu de Peggy. Souhaitons au moins, avec Bernanos, qu'il s'agisse de pas dans lesquels tout est grâce. Je vous remercie.